Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je réponds à vos questions qui ont été posées sur le groupe Telegram et également sur la chaîne YouTube sur les coulisses de la finance de marché institutionnelle. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne YouTube aujourd'hui, je suis en capacité de répondre à vos questions sur les coulisses de la finance de marché du côté institutionnel parce que j'ai travaillé en tant que sales trader pendant plusieurs années à Paris et également en tant qu'assistant trader dans un hedge fund en Australie. Je vous propose de commencer tout de suite avec les questions que j'ai sélectionnées. Alors j'ai pas vraiment préparé de réponse, le but de cette vidéo ça va être d'avoir comme une interaction entre nous, comme si vous étiez en face de moi et que vous me posiez la question et je vous réponds de la manière la plus honnête possible concernant ces questions. Alors les premières questions que j'ai sélectionnées concernent les délits d'initiés. Très très bonne question, y a-t-il beaucoup d'informations privilégiées dans la zone grise légale proche du délit d'initié? Et également, on m'a posé une autre question directement en lien. Quand tu travaillais pour un hedge fund, avais-tu accès à des informations réservées aux initiés? Et si oui, de quelle manière? Alors clairement, le but de cette vidéo, c'est de vous répondre de la manière la plus cash possible. Alors effectivement, des informations privilégiées, on en a quand on travaille en salle de marché, quand on travaille du côté institutionnel. Sont souvent en fait des informations qui sont diffusées sous forme de rumeurs, c'est-à-dire que on n'a pas l'information pour sûr qui nous est donnée en avance par rapport à ce qui est attendu, par exemple pour une publication des résultats d'une entreprise. C'est juste qu'on va entendre de temps en temps, c'est pas toujours le cas, mais voilà des bruits de couloir qui nous disent que effectivement les résultats de telle société qui sont attendus demain ou après-demain sont plutôt bons. À partir de ce moment-là, si vous décidez d'exploiter l'information, déjà vous prenez votre risque dessus d'un point de vue vraiment du trading et de vos opérations de marché, puisque il n'est pas sûr que l'information soit juste. Il y a des rumeurs de marché qui s'avèrent être non juste, non vérifiées une fois qu'il y a la publication. Et puis également vous prenez évidemment un risque juridique si l'information s'avère exacte, que vous l'avez exploitée. Et on a une autorité en France qui est l'AMF qui se charge justement de traquer un petit peu ce type de délit d'initié. Pour autant, ma vision des choses par rapport à ça, c'est que en fait c'est assez rentable pour les institutions financières de faire des délits d'initié quand ça vaut le coup. Quand on a une belle information en avance, eh bien ça vaut le coup de la jouer, puisque si vous vous faites prendre, vous allez avoir une amende, et l'amende en général est moins importante que les bénéfices que vous pouvez dégager de par cette information privilégiée. Alors après, j'avais des informations effectivement privilégiées de par mon métier, notamment en tant que sales trader lorsque on avait des entreprises qui venaient faire des augmentations de capital auprès de la société pour laquelle je travaillais. Vous avez forcément l'information que, il va y avoir une augmentation de capital dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc ça veut dire que la société qui vient faire cette augmentation de capital, qui décide donc de lever de nouveaux capitaux par le biais des marchés financiers, va diluer les actions qui sont déjà disponibles sur le marché. Donc ça veut dire une baisse du cours de l'action à venir. Donc cette info-là, vous l'avez, et ça pour le coup, vous en êtes sûr puisque c'est vous qui faites l'augmentation de capital. Donc concernant la question, y a-t-il beaucoup d'informations privilégiées quand on travaille en salle de marché? Oui, il y en a. Alors après, ça dépend de votre réseau, clairement. Plus vous avez un réseau étoffé, plus vous êtes dans la partie depuis longtemps et plus vous allez avoir ce type d'informations. Il y a des rumeurs sur telle ou telle boîte ou sur tel ou tel chiffre au moins une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. On passe tout de suite à la seconde question, à la seconde grande question qui m'a bien fait rire quand je l'ai lue, qui est une question très courte mais sur laquelle on pourrait passer des heures. C'est: sommes-nous les dindons de la farce? Alors quand l'auteur de la question nous dit sommes-nous, je pense qu'il fait référence aux particuliers, aux personnes qui ne travaillent pas justement du côté institutionnel de la finance de marché. Et à cette question, en fait, il y a beaucoup de questions sous-jacentes qui vont dans le même sens et qu'on va détailler tout de suite. Donc en gros, moi ce que je retiens de cette question, c'est: est-ce que le marché est truqué à la défaveur des particuliers, à la défaveur des investisseurs qui n'ont pas forcément les bonnes connexions auprès des grandes institutions financières? Donc pour moi, clairement, les institutionnels n'ont pas typiquement une vocation à vouloir piéger une certaine partie des intervenants de la finance de marché comme les particuliers. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les institutionnels cherchent toujours à être les premiers à rentrer sur un trade et à être les premiers à en sortir. Leur but, c'est de se laisser porter justement un peu par les mouvements de masse, par les mouvements de foule, par les gros flux en fait, d'en profiter, de se laisser porter et puis de couper avant que tout le monde ne coupe. Donc effectivement, les institutionnels
ont intérêt et cherchent en permanence à être les premiers, à devancer en fait leurs voisins, et ça peut être les autres grandes banques, ça peut être les autres fonds d'investissement, et ça intègre également les particuliers. Pour arriver à cela, pour arriver à être les premiers, il arrive que effectivement les institutions puissent tricher, mais elles trichent pas exprès pour piéger les particuliers, elles trichent juste pour être les premières, et en fait pour piéger l'ensemble du marché, qui inclut les particuliers mais aussi leurs concurrents. Donc là on arrive sur une autre question qui est liée, je trouve, directement avec cette question de sommes-nous les dindons de la farce. C'est, on me demande de donner un mot sur les chasses au stop institutionnelles. Est-ce que ça existe et comment c'est fait? Alors là, encore une fois, les chasses au stop, ça peut exister. Mais c'est pas forcément ce que l'on imagine dans la chasse au stop. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des institutionnels qui vont mettre des milliards pour faire bouger le marché, pour aller choper vos stops et que vous perdiez 1000 euros et que ça vous dégoûte des marchés financiers. Ils vont pas mettre des milliards pour aller choper 1000 euros. Par contre, il est vrai que les institutionnels, quand ça vaut le coup, quand ils évaluent qu'ils ont intérêt à faire bouger le marché, par exemple pour aller chercher des poches de liquidité, qui peuvent en fait souvent être sur des niveaux de stop un peu clés, où tout le monde se met, tout le monde va mettre ses stops à un certain niveau sur les marchés financiers, ça crée des poches de liquidité, ça les institutionnels le voient effectivement, et s'ils ont besoin par exemple d'avoir une position acheteuse qui soit une position importante et qui ne trouvent pas la liquidité dans le marché à l'instant T pour le faire, et qui se disent si j'achète maintenant, si je commence à acheter maintenant sur le marché, je vais faire décaler le cours à la hausse de manière trop importante et ça va pas être dans mon intérêt puisque je vais payer de plus en plus cher. Par contre, je vois que effectivement il y a une grosse poche de liquidité de gens qui sont prêts à vendre la position juste à quelques centimes ou quelques euros en dessous. Ça vaut peut-être le coup d'aller appuyer sur le cours pour aller chercher toute cette poche de liquidité et que je me sois placé ensuite sur mon trade, sur l'achat, pour moi aller viser le un peu plus long terme. Donc pour résumer, les institutionnels peuvent créer effectivement des mouvements de marché qui résultent pour vous dans une chasse au stop, mais leur but c'est pas que vous fassiez stopper et que vous perdiez de l'argent. Leur but c'est juste d'aller chercher de la liquidité. Alors après, il y a une autre catégorie de chasse au stop qui existe et qui là est vraiment la chasse au stop que l'on peut imaginer, c'est-à-dire le but c'est d'aller chercher vos positions pour vous faire mal, pour vous sortir du marché. Ça existe chez certains courtiers particuliers qui ne sont pas recommandables, donc qui s'adressent directement monsieur, madame tout le monde, et qui eux en fait ne vont pas transmettre votre ordre au marché mais qui vont le garder dans leur livre de compte. Donc vous avez un intérêt qui est directement opposé entre votre position et la position du courtier. C'est-à-dire que quand vous perdez de l'argent, il en gagne, et quand vous gagnez de l'argent, lui le courtier en perd. Donc ces chasses au stop là, ça existe, mais encore une fois sur des courtiers un peu exotiques qui sont souvent pas du tout répertoriés par l'AMF comme étant des brokers fiables. Donc ça c'est de l'arnaque pure et dure, ça n'a rien à voir avec les mouvements de marché que peuvent impulser les institutionnels. Autre question maintenant, est-ce qu'un petit trader indépendant qui travaille de chez lui a une chance, avec les informations accessibles à tous et malgré les frais plus importants qu'il aura, de rivaliser avec les institutions? Et il y a une autre question qui est directement liée. Comment nous, simples particuliers, pouvons-nous unir nos forces pour travailler aussi bien qu'un professionnel des marchés? Alors là, clairement, ce sont des questions qui sont très intéressantes, puisque effectivement, en tant que particulier, on n'aura pas accès aux mêmes informations qu'un institutionnel. Ça, c'est clair et net. On ne voit pas la même chose que les institutionnels, parce que les institutionnels, c'est des équipes de centaines de personnes qui ont tous les yeux sur le marché en même temps, donc les informations vont très vite à s'échanger. Si on a un opérateur spécifique qui n'a pas vu une information, son collègue l'a vu, donc ça va très très vite. Et donc en fait, ils arrivent à avoir une vision globale du marché qui est en général beaucoup plus pertinente, beaucoup plus détaillée qu'un particulier ne pourrait l'avoir. Sinon le particulier, faut qu'il arrête de dormir, qu'il fasse des journées de 24-24 et qu'il fasse que lire des informations toute la journée, donc c'est pas possible. Donc effectivement, là-dessus, les institutionnels ont un avantage. Pour autant, aujourd'hui, je pense que pour les particuliers, on est dans un monde où ils ont accès à des informations auxquelles ils n'avaient pas accès il y a encore quelques années en arrière. Aujourd'hui, on le voit notamment avec Internet, notamment avec les chaînes YouTube, que ce soit ma chaîne ou d'autres chaînes de YouTubeurs français ou anglo-saxons,
qui essaie de restituer justement des informations à destination des particuliers pour avoir une vision un peu plus condensée du marché, des grosses informations qu'il faut intégrer dans sa vision concernant les marchés. Et ça, c'est assez nouveau. Et pour les particuliers, pour moi, c'est un vrai plus qu'ils ont aujourd'hui qu'ils n'avaient pas il y a encore quelques années. Donc typiquement, pour bien répondre à la question encore une fois, vous n'aurez jamais les mêmes connaissances qu'un institutionnel, vous couvrirez jamais autant d'informations qu'ils peuvent l'avoir dans les institutions. Par contre, vous pouvez vous défendre en tant que particulier sur les marchés aujourd'hui, vous pouvez avoir les informations nécessaires, appliquer une stratégie qui soit viable par rapport aux informations que vous pouvez avoir, aux quantités d'informations que vous pouvez avoir, et tout à fait vous en sortir sur les marchés. Et d'ailleurs, petit aparté, on l'a vu ces derniers temps avec les forums Reddit aux États-Unis, on a vu que les particuliers se sont unis pour véritablement aller faire sauter des fonds d'investissement. Et ça, encore une fois, eh bien, c'est possible aujourd'hui, ça ne l'était pas il y a encore 10 ans en arrière, qu'on ait déjà autant de gens qui s'intéressent aux finances et aux marchés financiers, parce que là aussi, ça prend une ampleur qui est très forte. Avant, tout le monde s'en fichait un peu et tout le monde faisait confiance à son banquier. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse au marché financier, à la finance, et on voit que les particuliers arrivent à s'unir pour déclencher des mouvements de marché, exactement comme les institutionnels peuvent le faire. Allez, on continue tout de suite maintenant avec les questions sur l'analyse technique, questions qui ont été hyper nombreuses. Ça, c'est, alors que ce soit sur Telegram, sur le post YouTube que j'ai fait, il y a eu énormément de questions concernant l'analyse technique, mais aussi je vois sur internet, sur les commentaires d'autres vidéos, etc., tout le monde se demande, est-ce que les institutionnels font vraiment de l'analyse technique, ou est-ce que c'est un espèce d'attrape-nigo qu'on essaie de nous vendre à nous en tant que particuliers, pour alimenter les courtiers, alimenter les personnes qui font des formations, dont je fais partie, ou est-ce que vraiment les institutionnels utilisent ça? Comment est-ce qu'ils font? On y répond tout de suite dans les questions sur l'analyse technique. Alors voilà la question comme elle a été posée. Est-ce que les traders en institution utilisent-ils vraiment l'analyse technique et chartiste que nous, particuliers, utilisons aussi pour se placer sur les marchés? Alors, pour répondre à cette question, une bonne fois pour toutes, on va déjà faire une petite aparté sur le terme de trader, parce que trader c'est un terme ultra généraliste. Si vous dites à une institution, voilà, je voudrais être trader, ça veut rien dire pour eux. Il y a 15 000 sortes de traders, donc tous les traders ne font pas la même chose. Après, dans l'imaginaire collectif, on imagine le trader c'est celui qui prend des positions un petit peu spéculatives. En institution, sur la finance institutionnelle, oui, on utilise l'analyse technique. Voilà, donc ça, c'est dit, on l'utilise, c'est utilisé par l'ensemble des opérateurs sur la finance de marché, mais à des degrés différents. Alors typiquement, pour s'en rendre compte, il suffit de lire une note d'analyste. Vous avez des grandes banques qui, tous les mois, vont publier des notes d'analyse sur les marchés financiers. Vous avez la trame macroéconomique de ce qui se passe un petit peu dans le monde, quelles sont les influences de ci, de ça, les relations, etc. Et directement à la fin, en général, ils vous mettent des graphiques et ils vous parlent d'analyse technique et ils vous donnent les niveaux qui, pour eux, sont clés, les seuils de support, les seuils de résistance. Donc, effectivement, ils la regardent, ils la vendent aussi à leurs clients, ils en parlent à leurs clients. Moi, quand j'étais sales trader, je faisais de l'analyse technique et je pitchais en fait des idées de trading à mes clients qui étaient réceptifs à ce type d'idées. Donc, typiquement, ceux qui vont vraiment utiliser l'analyse technique tous les jours dans leurs décisions et qui vont prendre justement des décisions par rapport à l'analyse technique, ça concerne surtout les hedge funds, les fonds d'investissement qui ont une vision un peu plus spéculative justement des marchés financiers. Par contre, les grandes banques institutionnelles utilisent aussi l'analyse technique, mais elles ne s'appuient pas que sur ça, loin de là. En fait, ce qu'elles font, les grandes banques, c'est qu'effectivement, elles établissent une stratégie macroéconomique par rapport à l'environnement économique et elles cherchent à optimiser les prises de position à travers l'analyse technique. Donc typiquement, ils identifient un pattern de, par exemple, selon l'environnement monétaire, on va pouvoir penser que ce sont des arguments positifs pour l'or, pour l'appréciation de l'or. Ok, donc ils déroulent tout leur speech par rapport à ça. Et puis à la fin, ils nous font une analyse technique de voilà,
On va chercher à optimiser nos points d'entrée sur l'or puisqu'on a identifié des éléments fondamentaux qui sont haussiers pour l'or, et une cassure de ce niveau-là va être une confirmation en fait que le marché est bien sur la même longueur d'onde que nous, et donc on va pouvoir y aller, on va pouvoir acheter avec moins de réserve l'or pour aller viser tel seuil dans un premier temps, puis tel seuil dans un second temps. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc l'analyse technique est effectivement utilisée, puisque l'analyse technique, c'est pas un espèce de truc nébuleux de magicien, comme certains ont pu le dire. J'ai vu sur YouTube assez récemment une grosse chaîne qui démonte complètement l'analyse technique. L'analyse technique, c'est en fait la somme des comportements des intervenants de marché. Donc ça vous donne en fait une lecture un peu de la psychologie du marché à un instant T, de l'ensemble des opérateurs, qu'est-ce qu'ils font, comment ils voient les choses. Et donc vous pouvez vous appuyer là-dessus, ça vous permet d'affiner grandement en fait votre analyse globale. Alors moi ce que j'essaie de faire à travers la chaîne YouTube, c'est justement d'avoir une approche un petit peu comme une banque le ferait, sans prétention aucune, mais j'essaie de vous donner à travers les vidéos des éléments fondamentaux, macroéconomiques, des grandes tendances par rapport à des chiffres, à des agrégats économiques, et ensuite on essaie d'affiner tout ça avec de l'analyse technique effectivement. Par contre, pour mon expérience en tant qu'assistant trader dans un hedge fund en Australie, là pour le coup on faisait de l'analyse technique à fond. Alors ça veut dire que on mettait pas du tout de côté les nouvelles, la macroéconomie, etc. On l'intégrait aussi et on en prenait connaissance. Et ça venait impacter effectivement les décisions. Mais par contre, on était beaucoup plus centré sur l'analyse technique, sur tous les jours, qu'est-ce que fait le marché, est-ce qu'on peut aller viser cette cible-là ou celle-ci. Alors les outils principaux qui sont utilisés en salle de marché concernant l'analyse technique. J'ai vu beaucoup de choses différentes et en fait ça dépend pas mal des opérateurs. Si vous regardez une note de recherche, ils vont rester très basiques, c'est-à-dire zone de support, zone de résistance. J'ai entendu d'ailleurs sur une vidéo YouTube il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui laisse entendre qu'il connaît la vérité des marchés financiers et qu'il sait ce que les institutionnels font et que les institutionnels ne regardent absolument pas les supports résistances parce que c'est beaucoup trop simpliste, et lui va vous montrer la technique miracle de ce que font en fait les institutionnels. Le gars il a jamais mis un pied dans une salle de marché, donc effectivement les supports résistances sont bien regardés par les institutionnels, c'est ce qui va être même le regardé en premier clairement pour l'analyse technique de base, ce que vous pouvez retrouver dans les rapports de banque. Donc concernant les outils réellement techniques qui sont utilisés en salle de marché, j'ai vu plusieurs choses selon les opérateurs en fait. Vous en avez qui travaillent effectivement avec Ishimoku, ça je l'ai déjà vu. Vous avez des gens qui travaillent avec le RSI effectivement, qui est bien utilisé en salle de marché, les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, les volumes, chandelier japonais également. Donc voilà, donc ça c'est un peu la base, le tronc commun on va dire qu'on retrouve chez tous les opérateurs de salle de marché. Après pour le stochastique, alors je prends des exemples très concrets parce que c'est ce qu'on m'a demandé dans les questions. Est-ce qu'on utilise le stochastique, est-ce qu'on utilise le RSI, etc. Le stochastique, je l'ai jamais vu utilisé en salle de marché parce que je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai jamais vu utilisé en salle de marché, c'est un indicateur qui lag trop. Ça vous donne une donnée qui est déjà passée en fin de compte, qui s'est déjà matérialisée sur le marché, donc pour moi, le stochastique, c'est pas un indicateur technique qui soit pertinent. Personnellement, je l'utilise pas. Ce que j'utilise, c'est effectivement ce qu'on utilisait en salle de marché, sur les outils, mais aussi sur l'interprétation qu'en est faite. Toute la plus-value, toute la valeur ajoutée, elle réside dans l'interprétation. Donc, est-ce que j'utilisais beaucoup l'analyse technique dans mon boulot tous les jours ? Tous les jours, je l'utilisais. Alors pour moi, pour voir un peu ma vision du marché, me permettre de forger une opinion, mais aussi, je vous le disais, dans les speeches que je pouvais vendre aux clients. Alors le client ne faisait pas forcément l'opération, mais en tout cas, ça me permettait d'avoir du contact effectivement avec le client, d'en parler, etc. Et ça les intéresse vraiment, effectivement. Il y a d'ailleurs, dans les salles de marché dans le monde entier, vous avez un concours de trading. Alors c'est une application qui s'appelle Team, T-I-M, Team Group. Et en fait, vous avez tous les traders, les sales traders, les brokers du monde entier. Donc vous avez Goldman, Morgan Stanley, là où je travaillais également, qui sont en fait sur cette espèce de concours de trading où les mecs prennent des positions
Alors vous pouvez choisir le levier, etc. C'est que du factice, hein, vous ne prenez pas avec de l'argent réel, mais en fait c'est un concours de trading entre tous les opérateurs de marché, et franchement on était des milliers sur ce truc-là, et en fait vous avez des institutionnels qui payent pour voir les idées en fait qui sont dégagées par certaines institutions. Et donc vous aviez un classement tous les trimestres qui était fait du top performer aux États-Unis, en Europe, mondial. Et donc voilà, il y avait ce concours de trading là, parce que c'était vraiment du trading là pour le coup. C'était vraiment de l'analyse technique et du spiel. Et voilà, et donc il y avait des clients qui payaient justement pour voir ça, pour avoir des idées, eux, pour exécuter derrière. Donc voilà, donc comme quoi c'est bien utilisé, tout le monde les regarde. Et c'est beaucoup discuté en salle de marché. Et il y a même une petite compète sur qui fait la meilleure analyse technique. Et il y avait des lots à gagner. Donc là, pour le coup, c'était des vrais chèques à gagner pour les institutionnels qui faisaient les meilleurs résultats. Donc pour résumer sur cette question sur l'analyse technique, est-ce que c'est vrai que vous utilisez beaucoup de fondamentales pour peu de technique ? Ça dépend. Si vous êtes dans une grande banque institutionnelle, effectivement, leur analyse, elle est beaucoup appuyée sur le fondamental et ils cherchent à optimiser avec l'analyse technique. Si vous êtes dans un fonds d'investissement, en général, de taille plus modeste, vous allez être un peu plus orienté sur l'analyse technique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont exactement la même problématique, ces fonds-là, qu'on peut l'avoir nous particuliers. C'est-à-dire qu'ils ont un réseau qui est moins important. En général, ils ont moins d'employés aussi, c'est des plus petites structures. Donc, ils ont moins un edge, en fait, ils ont moins un avantage sur l'analyse des données que le marché peut nous fournir d'un point de vue macroéconomique ou microéconomique. Ils arrivent à moins couvrir le marché. Donc c'est pour ça qu'ils vont s'appuyer davantage sur l'analyse technique, qui en fait nous donne, l'analyse technique, l'environnement du marché. C'est l'état d'esprit du marché à un instant T. Donc en fait, ils ont le condensé de la macroéconomie qui se projette sur les cours de bourse. Donc en fait, c'est une façon de court-circuiter un petit peu toute l'analyse fondamentale que les grandes banques peuvent faire. À une question maintenant, je suis trop content qu'on ait posé cette question, parce que ça fait depuis des années maintenant que je regarde un peu les vidéos YouTube de ce qui se fait en ligne, de ce qui est raconté. Je ronge mon frein sur cette question pour pas laisser des commentaires sanglants, que ce soit sur des publications Facebook, parce que je suis harcelé de pubs sur l'analyse technique, etc., ou dans les commentaires YouTube. Franchement, je dis rien, je dis laissons tomber, c'est pas grave. Mais là, je vais pouvoir y répondre puisqu'on me pose la question. Bonjour Pierre, faut-il privilégier le trading CFD, Forex ou bien le trading de contrats futurs au carnet pour débuter ? Merci beaucoup pour cette question. Alors, il y a un mouvement qui se développe un petit peu en ce moment sur Internet, dont les particuliers sont la cible, qui est de dire que les CFD, c'est une arnaque. C'est une arnaque, en fait, on a essayé pendant tant d'années de vous vendre un peu le miracle du CFD, ce qui n'est pas totalement faux là-dessus, parce que c'est des produits qui sont très faciles à traiter, très accessibles. Donc effectivement, les particuliers en sont particulièrement la cible, justement, de ces produits-là, et on cherche à vous faire adopter ces produits-là, parce que, en tant que particulier, vous en êtes quand même une cible un petit peu privilégiée. Pour autant, je peux lire que par rapport à ça, que le CFD maintenant c'est un peu old school. De toute façon, les professionnels ils traitent pas du CFD. Donc vous avez un nouveau courant qui se développe, qui en fait cherche à vous dire tout ce qu'on vous a appris c'est n'importe quoi. Mais moi j'ai des bonnes techniques, moi je vais vous montrer comment faut faire, regardez, suivez-moi. Alors déjà, les professionnels ils traitent que les futurs, parce que si vous voulez avoir un trading professionnel, il vous faut traiter les futurs. Alors pas du tout. Pas du tout. En fait, ça c'est juste de l'argument marketing pour vous faire croire un peu à la nouvelle martingale, pour vous faire croire qu'on va vous faire passer du côté des professionnels avec ça. Le CFD est utilisé en salle de marché. Je le répète, le CFD est utilisé en salle de marché. Vous avez des fonds d'investissement, des grandes banques qui font du CFD toute la journée. Quand j'étais sales trader, j'en bookais tous les jours. Donc, c'est en fait comment ça se passait très concrètement. J'avais mon client qui me disait « achète tant d'actions de telle société ».
bam bam bam, je lui faisais. À la fin de la journée, je lui disais ok, voilà, on a acheté les temps d'action de telle société. Il me disait ok, tu me les bookes en CFD. Alors j'allais sur mon Bloomberg, je peux même vous donner les fonctions, c'est CFD-B ou CFD-S, avec une banque qui se portait en fait en tant que intermédiaire pour le booking du CFD, et je donnais le trade à la banque en question. Donc ça pouvait être Morgan Stanley, ça pouvait être Deutsche Bank, Goldman, peu importe. Ça, c'était le choix du client. Et je lui disais, voilà, je t'offre, moi, un trade qui a été fait par mon client. Il faut que tu me fasses ça en CFD. Et voilà, c'était fait. Et donc, toute la journée, j'en faisais du CFD pour les institutionnels. Donc, le fait que j'ai lu ça partout, ouais, les CFD, c'est un truc de pigeon, les professionnels n'utilisent pas, c'est faux. Les professionnels utilisent le CFD et dans des proportions qui sont assez importantes. Est-ce que les professionnels utilisent donc que les futurs? Bah non, on vient de le voir. Ils utilisent aussi le CFD, ils utilisent un tas d'autres produits. Alors, c'est vrai que les futurs sont plutôt des produits là pour le coup qui sont un peu designés pour les professionnels, puisque en général, pour rentrer sur les produits futurs, il vous faut des marges qui sont conséquentes. Il vous faut beaucoup d'argent, beaucoup de capitaux à immobiliser, ce que les particuliers en général n'ont pas. Alors le scalping au carnet d'ordre, ça aussi, je vois que ça explose sur internet, tout le monde s'enflamme avec ça. Ouais, faire du scalping au carnet d'ordre. J'ai jamais vu ça. Dans une institution, je ne l'ai jamais vu. Alors, certes, par rapport au nombre de hedge funds qu'on a dans le monde, vous allez, je pense, trouver des hedge funds qui doivent faire ça. Ça doit exister par rapport à l'ampleur de tous les fonds qu'on a dans le monde. Par contre, moi, je ne l'ai jamais vu. Dans tous mes potes qui travaillent dans des banques, etc., on m'a jamais raconté ça. On m'a jamais dit que les mecs faisaient du scalping au carnet d'ordre. Enfin, je comprends pas le principe. Le carnet d'ordre, il est utilisé en salle de marché. Il est ultra regardé. On en a besoin. On regarde pour la liquidité, on regarde si on peut passer nos tailles ou pas, parce qu'en gros pour les institutionnels c'est la plus grosse contrainte, c'est est-ce que j'ai la liquidité suffisante pour passer ma position. Mais le scalping au carnet d'ordre, je comprends pas le principe de ce truc. Déjà les institutionnels, ils vont pas s'embêter à faire du scalping, enfin déjà les traders comme on l'imagine, les traders un peu les propres traders comme on avait dans les années 80, ça existe quasiment plus en banque. Voire même en Europe ça n'existe plus, vous en avez un petit peu aux États-Unis encore, mais voilà, ou en Asie, mais c'est vraiment une toute petite partie, et en général c'est les anciens, c'est les seniors qui ont aujourd'hui la cinquantaine, qui ont été en fait prop traders toute leur vie, et on les garde sur ce poste là, mais quand ils vont partir typiquement ils ne seront pas remplacés. Donc les institutionnels ils font pas ça, clairement ils vont pas s'embêter à faire du scalping au carnet d'ordre, de suivre toute la journée des carnets, en plus avec les tailles qu'ils ont à passer. L'institutionnel il y va pas pour gratter 1000 balles, l'institutionnel s'il déplace ses capitaux c'est des montants qui sont conséquents. Donc le carnet d'ordre, il te l'arrache. Si il essaie de gratter 3 centimes son machin, il va t'arracher le carnet d'ordre. Donc je vois pas le principe de les institutionnels font du trading au carnet d'ordre. Faut m'expliquer, faut surtout me le prouver en fait. Faut m'emmener dans une salle de marché où on me montre un mec qui fait du scalping au carnet d'ordre. Et je parle d'une vraie salle de marché, avec une institution, pas des particuliers qui se sont réunis dans une salle de marché avec 6 écrans pour faire, voilà, on est trader, mais c'est pas des institutionnels, ça reste des particuliers qui se réunissent. Voilà, donc futur scalping au carnet d'ordre, pour moi, scam complet pour les particuliers. Je vais peut-être pas me faire des amis là-dessus, mais c'est pas grave. Donc pour répondre précisément encore une fois à la question, les CFD c'est bien, c'est un outil qui est facile à utiliser pour débuter, c'est facile à comprendre. Le Forex c'est un marché qui est compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de particuliers qui vont vers le Forex parce que c'est coté 24-24, 5 jours sur 7, donc c'est quasiment ouvert tout le temps, vous pouvez mettre des stops, des take profit. De manière facile, ce sera exécuté tout seul, même si vous dormez pendant la nuit, etc. Donc là-dessus, c'est une vraie souplesse et c'est bien. Par contre, le marché du Forex, c'est un marché qui reste compliqué à analyser. Parce que vous avez énormément d'informations qui impactent le Forex. Donc c'est quand même un marché pour les débutants, je trouve moi personnellement qui est assez compliqué. Si voilà, je devais conseiller un débutant pour commencer, pour moi, c'est vraiment les actions, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors évidemment, vous pouvez avoir une nouvelle sur l'entreprise en particulier, mais en général, vous connaissez les dates de publication,
qui sont prévus. Voilà, à moins que l'entreprise fasse un profit warning, ce qui peut arriver un peu sans prévenir, c'est quand même assez rare. Donc moi pour un particulier, je me dis les actions c'est quand même mieux. Donc voilà, je conseillerais peut-être plutôt de faire ça. Alors après pour les actions, pour le coup je conseille pas du tout le CFD parce que vous payez trop de frais pour les actions. Vaut mieux faire des actions soit en cash avec ce que vous avez. Si vous voulez faire de l'effet de levier, vous faites du turbo, vous faites des varants, ou voire même des options, si votre courtier peut vous proposer ça, et que vous êtes à l'aise effectivement avec les concepts d'options, pourquoi pas. Après le Forex, c'est un marché où il y a beaucoup d'opportunités, et comme je vous disais, qui est assez facile à traiter dans l'aspect exécution des choses. Donc c'est bien aussi de s'y intéresser et de s'y former. Voilà. Après, pour débuter, je suis pas sûr que ce soit le marché le plus facile. On va parler maintenant des algorithmes. Les algos, j'ai eu des questions là-dessus. Y a-t-il pour un particulier un moyen pour mettre à son avantage les algorithmes dans son trading ? Alors pour moi, non. En fait, les algos, alors vous en avez de sortes différentes, et c'est d'ailleurs une deuxième question. Quels sont les algorithmes utilisés en salle de marché ? Donc vous en avez plein. Moi, j'en utilisais un dans mon boulot, qui est un algorithme de base. En fait, l'algo, c'est un truc qui était tout à fait basique. En fait, dans mon boulot, on me demandait donc d'exécuter des tailles de position et de rechercher la liquidité. Et en fait, je mettais dans mon ordinateur, voilà, je veux acheter tant d'actions, je vais faire tant de parties de la taille pour l'instant sur les 15 prochaines minutes par exemple, ou par rapport au volume qui est utilisé. C'est ce qu'on appelle un VWAP. Donc en fait, sur le volume, je vais m'indexer sur le volume qui est traité pour moi appliquer une proportionnalité sur la taille que j'ai à traiter et ainsi suivre le marché dans son volume. Donc voilà, donc ça c'était un algo qui le faisait en fait, qui calculait les volumes, les tailles de position qui passaient et puis il m'exécutait de manière automatique sur ce que je lui avais demandé d'exécuter. Donc voilà, l'algo le plus simple possible. Donc ça c'est un algo juste d'exécution. Après vous avez des algorithmes, et je pense que les questions font référence à ça, qui sont là pour truquer un peu le marché en fait. Alors effectivement ça existe, très répandu, parce que ça brasse en fait des dizaines de milliards. Les algos comme ça en fait jouent sur des centimes et passent énormément de positions en termes d'achat-revente. Donc voilà, donc en fait ils gonflent un petit peu les carnets d'ordre pour tirer peut-être un peu les cours vers le haut ou au contraire pour appuyer les cours vers le bas. Donc un particulier scalping carnet d'ordre, il peut pas faire ça, c'est pas possible. Les gars, ils passent 10 000 transactions en l'espace d'un clignement d'œil, les vrais algos qui font ça. Donc vous pouvez pas rivaliser avec ça. Et eux, ils cherchent à gratter du centime, ils achètent, ils revendent dans l'immédiateté, quoi, quasiment. Donc ça, ouais, ça existe. Pour un particulier, en fait, il n'y a rien à faire pour en tirer avantage, mais ça impacte pas tant le trading d'un particulier. Parce que, encore une fois, ils ouvrent et ils coupent les positions ultra rapidement. Donc en fait, ça va surtout impacter les institutionnels qui cherchent à rentrer des positions, comme par exemple, nous, on en était victimes. Dès qu'on commençait à acheter une action de manière un petit peu répétée, on va dire sur les 10 minutes, sur 10 minutes, en fait, les algos nous repéraient. Et donc on voyait le marché qui commençait à tiquer comme ça vers le haut. Donc tac, tac, ça grattait des centimes, alors qu'il n'y avait pas énormément en fait de volume qui était exécuté sur les transactions, mais en fait ils gonflent juste les carnets d'ordre. Donc ils mettent un ordre acheteur et ils l'annulent directement après. Donc en fait ils sont même pas les trois quarts des ordres des algos, ils sont même pas exécutés. Donc c'est juste en fait pour pumper un peu le carnet d'ordre et tirer les cours vers le haut. Donc on voyait que ça décalait un petit peu de centime en centime. Donc nous ça nous embêtait parce que pour notre client ça voulait dire un cours moins favorable si on était acheteur. Et donc ce qu'on faisait c'est qu'on mettait en pause. On coupait, on arrêtait d'acheter, puis on attendait quelques minutes pour que l'algo il se calme, et puis après on revenait, voilà, petit à petit. Et ça nous embêtait quand même beaucoup parce que les algos ils reviennent immédiatement. Dès que vous revenez, dès que vous recommencez à racheter, l'algo il vous repère de nouveau et tac tac ça commence à retiquer dans votre sens. Donc c'était bien chiant. Donc justement ça m'amène ces algos à faire une transition vers une autre question concernant les dark pools. Donc la question c'est quelle est la place et le fonctionnement des dark pools, quels sont leurs impacts sur le marché. Nous effectivement à cause de ces soucis d'algo là, on aimait bien passer par ce qu'on appelle des dark pools. Alors les dark pools, qu'est-ce que c'est ?
En fait, vous allez montrer votre intérêt. Donc par exemple, moi j'étais acheteur de 100 000 actions Orange. J'allais vers une banque et je lui disais, ça peut être Barclays, HSBC, on s'en fout, hein, toutes les grosses banques ont des dark pools. Et donc je vais voir la banque et je lui dis, voilà, j'ai 100 000 Orange à acheter. Je te montre mon intérêt et je le mets dans ton dark pool. Et lui, en fait, la banque, il a aussi un autre intérêt d'un mec qui veut vendre, par exemple, 100 000 Orange. Et il va crosser les intérêts en dehors du marché, dans leur dark pool, directement. Donc en fait, c'est des transactions qui sont faites hors marché, qui sont faites dans les banques. Et le principe du dark pool, comme son nom l'indique, c'est qu'on ne voit pas les prix. On ne voit pas les prix, on ne voit pas qui est en face, et on ne voit pas les tailles de position. Donc en fait, vous mettez, vous, en tant qu'acheteur, des 100 000 Orange, tu mets 100 000 Orange, toi tu mets ton prix, tu dis je veux pas que ça dépasse tel prix, et après tu vois si ça mord ou pas, s'il y a un mec en face ou pas. Donc des fois tu mets ton ordre dans le dark pool et il n'y a rien qui est fait. Bon, en général, on trouvait quand même pas mal de liquidités. Et en fait, les institutionnels, ils ont trouvé ce moyen-là pour passer en dehors du marché. Et donc, les grosses tailles que l'on traitait, on les traitait dans le dark pool. Donc, directement, on crossait des ordres, des fois de plusieurs dizaines de millions d'euros, d'un seul coup. Alors, on montrait l'intérêt, paf, ça matchait. Il y avait 10 millions qui étaient échangés comme ça tout de suite. Alors que mes 10 millions sur le marché, j'aurais mis plus de temps à les faire. Et j'aurais surtout sans doute commencé à faire décaler les cours. Donc encore une fois, pas dans l'intérêt de mon client. Donc les dark pools, très utilisés, ça pose des problèmes réglementaires. Je sais que voilà, quand je suis parti moi des salles de marché, il y avait un sujet là-dessus et les institutions regardaient à ce que ce soit moins opaque finalement. Parce que clairement, c'est à l'aveugle le dark pool. Donc ça veut dire que si je mets mon intérêt de 100 000 actions à 10 euros à l'achat et que en face, eux, ils ont un intérêt d'un mec qui est OK pour vendre 100 000 de ces mêmes actions, mais à 9,90, eh bien, peut-être que la banque se goinfrait les 10 centimes en mode free risk. Voilà, elle me les vendait à 10, l'autre il vendait à 9,90, et puis voilà, il filait 9,90 au gars, eux ils se gardaient les 10 centimes, et puis ils me les refilaient à 10. Ça, voilà, c'est le caractère opaque du dark pool, et donc il y avait un sujet sur la réglementation par rapport à ça. Les traders prennent-ils vraiment de la cocaïne? Énorme cette question. Oui, oui, ça existe. Alors après, c'est pas... en tout cas, moi, de ce que j'en ai vu, c'est pas les clichés qu'on peut voir dans certains films où ça sniffe à tout bout de champ, où tout le monde prend de la coke, etc. Il y en a, donc encore une fois, de ce que j'en ai vu, en fait, ça concerne plutôt les plus âgés. Tous les jeunes que je fréquentais, que je fréquente encore, il n'y en a pas un qui prenait des produits stupéfiants, et en l'occurrence la cocaïne. Par contre, en fait, c'était les plus âgés, ceux qui étaient là, déjà, qui étaient dans les salles de marché, dans les fin des années 80-90, qui, aujourd'hui, on va dire la cinquantaine, voire un peu plus. Et en fait, c'était eux qui prenaient des produits parce qu'ils devaient le faire quand ils étaient jeunes, au moment des années fastes de la finance. Et après, l'addiction faisant, ils continuent de le faire. Mais sinon, sur tous les jeunes que moi je connaissais, tout le monde était super clean, en mode healthy, on fait du sport, on mange bien, etc. Donc rien à voir avec ce qui se faisait avant, j'imagine. Ensuite, autre question. Pierre, la finance de marché a toujours eu un côté tumultueux, notamment avec des personnalités qui s'accompagnent de forts caractères. Déviance, mensonge, addiction aux drogues, aux filles. Peux-tu nous partager une anecdote qui t'aurait marqué? Donc effectivement, des forts caractères en salle de marché, c'est déterminant si vous voulez prospérer et surtout vous sentir bien en fait dans ce milieu. Effectivement, très fort caractère. J'ai vu des scènes de dingue dont je rigole encore en y repensant. Mais c'est fantastique parce qu'en fait, en salle de marché, tout le monde est un peu pareil. Tout le monde est un peu barjot, en vrai, faut le dire. Et ça choque personne, en fait. Il y a des scènes de fous que tu verrais jamais dans une entreprise lambda qui ne choquent absolument personne. J'avais un gars, régulièrement, il tabassait la fontaine à eau. Ah, tu vois, la grosse fontaine à eau, tu mets ton petit gobelet en dessous. Quand il y avait un truc qui se passait pas comme il le voulait, il y allait...
il défonçait cette fontaine à eau, mais franchement c'était énorme. Et ce qui était le plus énorme, c'est qu'en fait tout le monde s'en fout. Tout le monde bosse sur son truc, et voilà, j'ai vu des mecs mais péter des plombs, à hurler. J'ai vu des gars mettre des coups de pression aux clients en disant tu me refais plus jamais ça, des trucs de dingue que tu verrais jamais dans une autre entreprise. Et donc ouais, une anecdote qui, je peux le dire, qui m'a marqué. Bon, voilà, je vous en ai déjà donné quelques-unes. Mais ouais, c'était au début sur l'usage des drogues de quelqu'un qui sniffait sur son bureau, quoi, concrètement. Et là aussi, tout le monde s'en fout. Donc, bon, quand même caché du management, hein. Voilà, parce que faut quand même pas trop déconner, mais au niveau des collègues, tout le monde s'en fiche. Voilà. Après, j'ai vu des mecs revenir de soirée, pas bourrés, hein, pas forcément bourrés, mais dans des tenues où voilà, on voyait qu'ils avaient fait la fête, qui venaient au bureau. J'ai vu des mecs dormir au bureau. J'ai vu des mecs faire du vélo dans le bureau, de la trottinette. Bon voilà, malheureusement j'ai vu quelqu'un faire un AVC au bureau. Il y a le SAMU qui est venu parce que voilà quoi, on était beaucoup au bureau, on passait énormément d'heures, donc on faisait un peu notre vie au bureau et malheureusement voilà, donc cette personne elle avait fait un AVC. Et là encore, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez donc le SAMU qui passe dans la salle de marché et tout le monde continue de bosser, quoi. Il y avait ses collègues directement à proximité qui effectivement essaient de s'en occuper, mais sinon sur tous les autres, voilà, ça lève les yeux vite fait en mode qu'est-ce qui se passe, et puis sinon tout le monde continue de prendre les appels et voilà, et on travaille. Donc voilà sur les anecdotes que j'ai pu voir sur le tempérament de feu des gens en finance de marché. Voilà, ensuite j'ai eu donc énormément de questions sur le travail, sur comment est-ce qu'on rentre dans un hedge fund, comment rentrer dans un hedge fund, comment obtenir un stage dans un hedge fund quand on vient pas d'une école d'ingénieur, les études qui t'ont mené au métier de trader, quels sont tes conseils pour un étudiant en finance qui souhaite faire le métier de sales trader, ta journée type quand tu travaillais en BFI, comment être recruté dans ce secteur, en quoi consiste exactement le métier de trader et les variantes, question hyper importante que les étudiants ne se posent pas assez. Pour tout ça, j'ai déjà répondu à toutes ces questions-là à travers une playlist que je vais vous mettre juste ici, où là vous avez toutes les vidéos où je vous ai expliqué ce que je faisais pendant ma journée quand j'étais sales trader, comment définir une stratégie et exécuter une stratégie pour avoir accès à ce type de travail. J'ai fait aussi des vidéos sur comment développer son réseau, comment atteindre le boulot de ses rêves sans les bons diplômes, etc. Ça, c'était les toutes premières vidéos que j'ai faites. Donc la qualité est pas folle. Je parle un peu de temps, enfin c'est un peu pourri, mais bon, mettez en x2 la vidéo. Mais la qualité des informations qu'il y a dedans sont toujours d'actualité. Vous allez en tirer énormément, je pense, de ces vidéos-là. Et donc toutes ces questions, il y a toutes les réponses dans ces vidéos, donc allez consulter la playlist. Voilà, c'est maintenant terminé pour cette vidéo qui, je pense, va être un petit peu longue. Si vous êtes resté jusqu'au bout, franchement, vous assurez, vous allez aller plus loin que la grande majorité parce que vous allez avoir plus de connaissances de comment ça se passe. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire. Rejoignez aussi le groupe Telegram et venez participer parce que la majorité des questions, elles ont été posées sur le groupe Telegram. Il y a des interactions qui sont très intéressantes. Je vous parlais du hedge qu'ont les institutionnels par rapport aux particuliers, le fait d'être unis et le fait d'être nombreux. Dans ce groupe Telegram, vous avez l'occasion d'y participer. C'est pas juste un truc en flux unique. Pour l'instant, on peut tous y participer. Et il y a des gens qui arrivent à trouver de très bonnes informations et qui nous les partagent. Et c'est profitable à tous. Donc vous pouvez rejoindre le groupe Telegram. C'est totalement gratuit. Et le lien est en description de cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!